L'invité de ce Smart Impact depuis le Forum des projets urbains, c'est Roger Narboni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes concepteur lumière, inventeur entre autres ce qu'on appelle les SDAL, schéma directeur d'aménagement lumière. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi il s'agit? Alors, les schémas directeurs d'aménagement lumière, c'est des stratégies d'éclairage qui Ouais. permettent d'anticiper sur la lumière nécessaire dans la ville, avec souvent des échéances de 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus, et donc de se poser des questions sur le futur de la lumière en ville et son évolution et sa mutation. De son évolution, de sa mutation, de sa place, de son omniprésence parfois. C'est un Oui, vrai qui enjeu, est c'est très un débat. contesté aujourd'hui par Oui, rapport notamment à la préservation de la biodiversité, oui. mais qui est en même temps nécessaire parce qu'on a besoin de pouvoir faire la promotion des activités nocturnes, que ce soit le travail de nuit ou les loisirs. Mais bien sûr, il faut aussi préserver la biodiversité et puis aussi protéger le ciel nocturne. Donc on a ces enjeux qui sont parfois un peu contradictoires, mais qu'on essaye justement de solutionner en travaillant une stratégie et en essayant de répondre à tous ces enjeux qui sont parfois un peu différents. Ouais, avec ce chiffre, plus 94% de lumière artificielle émise la nuit en France depuis 1990, donc elle a doublé en 30 ans. Oui, Euh, on est on- on- entre on- 11 et 12 ouais, millions de points lumineux ouais. Alors si on compte ceux des villes. on parle souvent de pollution lumineuse, c'est peut-être pas un mot que vous employez. Si, parce qu'aujourd'hui, on sait que ça crée et ça génère une pollution. Moi, quand j'ai commencé ce métier, c'était en 1987. Ouais. On était des magiciens. On apportait du rêve, de la beauté, du décor dans la ville. Et puis petit à petit, il y a eu cette prise de conscience, mais aussi cette connaissance par les scientifiques de la pollution du ciel, puis de la pollution des espèces animales et végétales. Et aujourd'hui, on connaît aussi bien les méfaits de la lumière artificielle que aussi la nécessaire, je dirais, obligation de pouvoir encourager les liens nocturnes, encourager la vie nocturne et encourager la qualité de vie nocturne. Et alors, ce que vous proposez, vos schémas directeurs d'aménagement lumière, comment ils intègrent ces enjeux aujourd'hui? Ben, on crée ce qu'on appelle des trames noires, hein, qui est une méthodologie qu'on a mis au point depuis 2011. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire une balance entre les activités, les usages nocturnes des humains, Ouais. et puis la préservation de la biodiversité, si possible, restaurant l'obscurité, ou en la préservant, ou en l'instituant quand elle n'existe pas et qu'on en a besoin. Et donc c'est tout notre travail justement de concepteur lumière et notre travail stratégique de trouver ces équilibres et de permettre qu'il y ait une très bonne cohabitation entre humains et vivants. Alors on peut prendre un exemple qui va nous faire voyager jusqu'en Uruguay puisqu'on est à Montevideo. Vous y avez déployé vos schémas de lumière et ces trames noires. Alors donnez-nous les détails. Comment? Alors, tout est parti de la volonté du service éclairage public de Montevideo de rénover la totalité de ces appareils d'éclairage public Ouais. en LED et de le faire de manière massive, puisque quasiment 80-90% des points lumineux sont en LED aujourd'hui. Alors que si on voit en France, on est entre 20 et 30% de rénovation en LED des luminaires d'éclairage public. Donc ça a été le point de départ. Et après, on s'est posé des questions sur l'image nocturne de Montevideo, qui est beaucoup tournée vers le tourisme, qui est en bord du fleuve du Rio de la Plata, Mhm. mais aussi l'identité, les quartiers, l'inclusivité, la manière de faire participer les habitants, la concertation. Et puis on a effectivement développé une trame noire de manière à préserver aussi la biodiversité, que ce soit au bord du fleuve ou à l'intérieur, dans les parties rurales de la ville. Les parties rurales de la ville. Oui, Donc parce que déjà, ça c'est donne envie de visiter ouais, Montevideo, c'est ça. une ville qui est étonnante, qui Mhm. fait 1 300 000 habitants à peu Ouais. près, et qui a une grande partie de son territoire qui est rural, avec des hameaux, et une partie beaucoup plus dense, urbaine. Et donc, pour bien comprendre, ça veut dire, donc ces trames noires, ça veut dire que dans ces espaces où vous identifiez une biodiversité assez riche et à protéger, vous faites quoi? Vous diminuez la lumière, vous la Alors, supprimez complètement par ça endroit? peut être les deux. Il y a Ouais. aussi tout un travail sur les spectres des sources LED, parce qu'on a beaucoup appris sur les espèces animales. Mhm. Il y a des espèces animales qui sont très sensibles à certaines longueurs d'onde, par Ouais. exemple le bleu, le violet, l'ultraviolet, et qui sont beaucoup moins impactés par l'orange ou le rouge ou le jaune orangé. Mhm. Et donc, en fonction des espèces animales, parce que chaque espèce animale est différente, et selon que c'est des chauves-souris, des batraciens, des oiseaux, des mammifères nocturnes, Mhm. on va pouvoir adapter les spectres, on va pouvoir effectivement abaisser la lumière à certaines parties de la nuit, au début ou en fin de nuit quand il y a une activité animale, et selon les saisons aussi.
Donc, Et puis ouais. on peut effectivement éteindre, et des fois c'est ce qu'on demande parce qu'il n'y a pas d'activité humaine, et donc il n'y a pas besoin d'éclairage, et donc on peut les éteindre. Donc, si je comprends bien, ça commence par une espèce de recensement de la biodiversité avant de trouver et d'inventer les bonnes solutions? Tout à fait. On a soit des inventaires qui existent déjà, en tout cas Mm. en France, on a déjà pas mal d'inventaires qui existent, qui sont faits. Soit on travaille avec des biologistes et des écologues dès le début de la mission, et on a ce travail effectivement de repérage des espèces animales et quel type d'espèces animales, puisqu'elles sont toutes différentes et elles n'ont pas la même activité nocturne tout au long de l'année. Alors, on a parlé de Montevideo. Il y a des villes françaises qui sont dans des démarches similaires, que vous accompagnez ou que vous prévoyez d'accompagner? Oui, parce qu'on a commencé, comme je le disais, dès 2011 avec la ville de Rennes. On a la première trame noire en France, c'était pour la ville de Rennes. Depuis, on a fait un certain nombre d'études. On a travaillé en France à Annecy, on a travaillé à Plaine Commune, donc en Seine-Saint-Denis. Et on travaille aussi beaucoup à l'étranger. On a fait des trames noires en Chine. Ça peut paraître paradoxal, mais la Chine qui a signé le plan climat, elle est aussi demandeuse de ce travail contre la pollution lumineuse et pour la préservation de la biodiversité. Et en Suisse, on a travaillé à Lausanne, à Fribourg, autour de Genève. Donc les Suisses sont aussi très promoteurs de ces trames noires. Est-ce que c'est forcément un investissement important? Vous parliez de Montevideo qui prend la décision de remplacer 80%, 85% de son éclairage urbain par des Alors LED. c'est un investissement important, mais il y a un retour sur investissement colossal. Et Ouais. c'est ça qui devrait motiver les communes françaises. C'est qu'avec les économies d'énergie qu'on fait en LED, on peut diviser par 2, on peut même être des fois à 80% d'économie d'énergie dans certains cas. Et donc en quelques années, on a le retour sur investissement quand on sait quel est le prix de l'électricité aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est un investissement, mais c'est un investissement productif et qui ramène beaucoup d'argent dans la commune. Est-ce que ça, c'est l'argument qui pèse plus que l'argument de l'impact environnemental, de la lutte contre la pollution? Vous voyez ce que je veux dire quand vous Oui, arrivez pour ça convaincre dépend- ça un dépend des élu ou un communes, conseil ça dépend municipal? des communes. Quand Ouais. on est dans des petites communes rurales, puisqu'on travaille beaucoup dans les communes rurales, on a travaillé dans le parc naturel régional de l'Aubrac, les communes sont très intéressées par la biodiversité, par l'environnement naturel. Mais bien sûr, la question de l'économie d'énergie, elle est aussi essentielle. Alors, elle n'est pas toujours une économie financière, parce que ce n'est pas toujours aussi simple, parce que des fois, il y a des abonnements, des forfaits, qui fait que quand vous réduisez la consommation énergétique, vous n'avez pas forcément gagné beaucoup d'argent. Mais par contre, à terme, oui, c'est quelque chose qui est de toute manière une obligation, puisque plus aucune source n'est produite aujourd'hui en France et dans le monde. On est obligé de passer en LED, il n'y a pas le choix. Toutes les autres sources, soit sont interdites, notamment par la communauté européenne, comme les lampes à décharge, Ouais. soit elles ne sont plus produites ni fabriquées. Donc de toute manière, on fait le changement en LED, on a une obligation. Et d'ailleurs, j'aurais pu commencer par là, le comparatif entre nos modes d'éclairage classiques et le LED. C'est quoi, par exemple, en consommation d'énergie et peut-être aussi, ça se rejoint en impact sur la biodiversité, s'il y a des différences? Alors aujourd'hui, la LED, c'est la meilleure source en termes d'efficacité énergétique, Ouais. c'est-à-dire qu'elle produit le plus de lumière possible par rapport aux watts consommés. Si on prend l'exemple par rapport au sodium, qui est la lumière orangée que tout le monde connaît, Ouais. on était à 110, 120 lumens par watt. Avec les LED, on est déjà à 140 lumens par watt. Donc le lumen, c'est vraiment notre quantité de lumière produite par une source. Ouais. Et donc, on a déjà cette performance énergétique colossale. On a des spectres qu'on peut choisir. Et donc, ça, c'est fondamental. Alors que le sodium, le spectre était déterminé par le sodium lui-même. Ouais. Donc ça, Et- c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, le spectre, c'est-à-dire Le nombre de rayonnements Ouais. qui émet la source, puisque une source LED peut émettre du blanc, du jaune, ça. du orangé. Et On ça essaye de permet... limiter le bleu, parce Voilà. que c'est le bleu qui est dommageable à la fois pour la santé des humains Ouais. et à la fois pour les espèces animales. Ouais. Et puis surtout, on a une qualité de lumière parce que c'est une source qui est toute petite, qui n'est pas chaude, qui ne brûle pas comme pouvaient le faire les lampes à décharge et qui nous permettent aussi de créer des luminaires piétonniers, des candélabres, des mobiliers qui intègrent de la lumière sous un banc, dans une structure, de créer des espaces et des salons nocturnes par exemple qui vont changer notre vie nocturne. Ouais, ça vous permet quoi, d'être plus précis dans ce que précis, vous plus proposez, créatif, vous, comme concepteur lumière? Oui, créatif. c'est ce que j'allais vous demander. Aujourd'hui, on met des LED partout, dans le fer à repasser, dans la cafetière, dans le thermos, Mm. on en met partout. Mais en ville, on peut en mettre aussi dans les façades, dans les mobiliers, dans les structures, et puis surtout être très créatif au niveau du design des appareils d'éclairage. On a par exemple développé des lanternes portatives, toutes petites, que les gens peuvent emmener pour se substituer à l'éclairage public, permettre l'extinction de l'éclairage public, mais avoir quand même une indépendance, une liberté quand on a envie de se promener la
la Dans, nuit. dans les solutions que vous proposez aux villes, est-ce qu'il y a effectivement le fait de... Est-ce qu'il faut mettre des capteurs, par exemple, pour se dire, dans tel quartier, si personne n'est en train de marcher dans la rue, pourquoi l'éclairer? Ça peut être intéressant, c'est pas forcément systématique parce Mhm, que le capteur, il a quand même des nécessités de captation. mhm, C'est pas toujours évident. Par exemple, si vous avez une rue avec plein d'intersections et que vous avez des capteurs pour détecter les voitures, mhm. vous allez avoir de la difficulté parce qu'il faudra en mettre à chaque intersection. Même Ouais, chose pour les piétons. Des fois, quand le piéton est sur le trottoir d'en face, c'est ouais, compliqué, ouais, etc. ouais. Donc, bien sûr qu'à terme, on peut imaginer qu'il y a des technologies qui vont nous permettre, notamment des caméras qui font de la détection de présence et qui permettent de différencier une personne d'un gros chien ou de quelqu'un Mhm. qui passe par rapport à un animal ou un oiseau. Mais il y a aussi des possibilités de grader la lumière, de l'abaisser, et ça peut être fait en amont avec un centre de contrôle. Il y a la Mhm. possibilité d'éteindre en fonction de ce qui se passe, et puis aussi à la demande, si les services de sécurité ont besoin d'éclairage, de remonter l'éclairage, parce qu'aujourd'hui il y a des centres de contrôle que les villes peuvent piloter, et donc elles peuvent le faire en fonction des besoins. Oui. Vous l'avez évoqué, mais très rapidement, donc je veux bien vous entendre un peu plus longuement là-dessus, sur la santé humaine. Parce que là, on a beaucoup parlé de biodiversité, et c'est très bien, mais les solutions que vous proposez, finalement, elles sont moins quoi? Agressives Alors, pour nos yeux? Alors, il y a déjà le fait qu'on s'est rendu compte que l'éclairage artificiel à forte dose était dommageable Mhm. pour le sommeil, par exemple. D'accord. Si vous avez de l'éclairage public qui rentre dans votre chambre, ben, ça réduit vos capacités de sommeil, Mhm. puisque ça fait de la production de mélatonine. Mhm. Mais on s'est rendu compte aussi que le bleu des LED n'était pas forcément bon pour nos yeux. Et par exemple, pour les enfants, on a interdit aujourd'hui d'avoir des LED qui émettent du rayonnement dans le bleu. Après, il s'agit aussi de combiner ces éclairages avec les besoins et les usages. Donc, on n'est pas obligé d'éclairer les villes toute la nuit. Il y a des villes Ouais. d'ailleurs qui éteignent entre 11 heures du soir et Mhm. 5 heures du matin. De plus en plus, il y a près de 40% des communes moyennes qui commencent à éteindre à la demande des habitants la plupart du temps. Donc, ça permet effectivement d'améliorer le sommeil et une meilleure qualité de vie. Tiens, c'était la dernière question que j'avais prévue justement sur nos usages. Parce que il y a ces impératifs, biodiversité, santé, etc., économie d'énergie. Mais il y a aussi des impératifs de sécurité, de sentiment de sécurité, etc. Comment vous combinez les deux? Alors, moi, j'espère qu'on va pouvoir réenchanter la nuit et Mhm. justement redécouvrir l'obscurité avec du plaisir. Il y a beaucoup de fantasmes sur la question de l'obscurité. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur la sécurité et l'éclairage. Mhm. C'est vrai que l'absence d'éclairage peut générer un sentiment d'insécurité, mais il y a beaucoup d'études qui ont montré que les gens préfèrent être dans l'ombre et ne pas être sous le feu des projecteurs parce qu'ils se ressentent beaucoup mieux en étant dans la pénombre et en Mhm. étant observateurs. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir notamment éduquer les enfants sur cette question de l'obscurité qui aujourd'hui pour eux est peuplée de monstres et de tout un tas de choses terribles. Mais dans d'autres civilisations, comme en Asie où je travaille beaucoup, le noir et l'obscurité, c'est le bien et la lumière, c'est le mal. Et ben voilà, on termine sur cette belle pensée et on pense aux histoires qu'on racontait à nos enfants sans leur faire peur, j'espère. Merci beaucoup, Merci à Roger vous. Narbonnier. Bon forum des projets urbains. On passe tout de suite à notre débat. On parle, et ça se rejoint, maîtrise des consommations d'énergie en ville.